ou qui ne m'ont pas forcément dit, qui m'avaient reconnu, peut-être qu'ils ne m'ont pas reconnu, je ne sais pas, parce que quand j'ai été interné, j'ai pas non plus de... À l'époque, je dormais énormément, donc j'avais pas eu le temps de parler avec tout le monde forcément, mais ceux qui m'ont sollicité, au contraire, ils trouvaient ça bien et ça leur donnait de l'espoir de pouvoir sortir un jour et de faire pareil. Et c'était le but en fait. Et tu fais des injections et tout? Moi j'ai un traitement, juste un comprimé que je prends tous les jours, c'est pas par injection. Non mais tu fais des injections sur les patients? Non, je suis pas infirmier, moi, je suis aide-soignant. Et tu fais quoi aide-soignant déjà? C'est ceux qui donnent les médicaments aux malades dans les hôpitaux. C'est intéressant de voir. Les aides-soignants, c'est ceux qui nettoient, c'est ceux qui s'occupent des gens dans les actes de la vie courante en fait. Ouais, c'est ça. Et vous suivez un psychologue pour la frustration? Plus maintenant. Forcément, quand j'étais hospitalisé, j'ai vu un psychiatre. Oui, un psychologue. Non, ça fait 10 ans que je consulte. Pardon, mais vous avez été suivi, J'ai été suivi, c'est ce que je disais. travaillé avec un psychologue auparavant. Pour la frustration. Quand j'ai été interné, et puis un an après, pendant un an, on a travaillé. Juste un an. Et sinon, c'était un psychiatre qui vous suivait. C'était le sens de ma question. Non, je suis suivi là. C'était le sens de ma question sur les instruments. Donc vous avez, donc il y a des médicaments, on est bien d'accord. Vous parlez du sport, vous parlez de peu ou pas de psychothérapie. Ma psychothérapie, moi, ça a été des crises. C'est vraiment un exutoire. Ça m'a vraiment permis de sortir mes tripes, de comprendre pourquoi j'étais malade et de voir ce que je pouvais faire pour avancer. Parce que mettre des mots sur ces mots, MAUX, c'est avancer déjà. Mais ce que vous dites là, vous dites que c'est un exutoire, mais c'est aussi une construction. C'est pas uniquement un exutoire. Je n'ai pas lu votre livre, mais moi j'ai écrit aussi. J'ai l'impression quand même qu'on... Je dirais même, au-delà d'une construction, je dirais une reconstruction. Il y a un chapitre dans lequel j'en parle, et après, il y a eu un avant et un après la maladie. Et après la maladie, moi j'ai eu l'impression de naître une deuxième fois, quoi. Parce que, en fait, tout ce que je pensais avant, ça a été ébranlé. Et j'ai eu l'impression de refaire mes fondations et de profiter de la vie à pleines dents. Parce que quand la maladie tombe, on se dit, c'est bon, ta vie s'arrête, tu ne pourras plus rien faire. Et quand tu vois que tu as une lueur et que finalement tu arrives à petit t'en sortir, tu croques la vie à pleines dents, tu la dévores et tu as envie de faire plein de choses parce que tu ne serais jamais cru capable de faire tout ça avant en fait. Oui, c'est la... Moi, c'est dans les livres que j'ai lus, le livre de la maladie qui a beaucoup compté pour moi, c'est Lazare de Malraux. Donc c'est effectivement un livre dans lequel il raconte l'histoire de quelqu'un qui a chuté complètement, cruellement. Moi j'ai eu l'impression d'avoir vécu une base de fois ça, mais bon, de façon un peu plus inclinée quand même. Voilà, mais par ailleurs, la psychothérapie a eu un rôle très important pour moi, parce qu'il y en a eu deux, une avec un médecin pendant 5 ans, et une avec une psychologue pendant plus de 1 an. Donc il y avait vraiment un travail très, très régulier, très constant. Le docteur Tariq qui m'avait confié à cette psychologue disait qu'il faut faire preuve d'assiduité et de constance dans la psychothérapie. Mais, tout dans la vie. Hein. C'est pas toujours le point. En fait, vous avez Exorciser. Oui, exorciser le mal finalement en écrivant. Vous avez déversé tout le mal sur papier. En fait, tout ce que j'avais en moi, j'ai essayé le mal, je sais pas, mais j'ai essayé de sortir ce que j'avais en moi et pour essayer de le comprendre. Et c'est en fait, moi quand j'ai vu un psychologue pendant 1 an, mais j'avais du mal à me confier. Parce que j'arrivais pas à me demander si ça allait bien, et il répondait oui, ça va bien. Enfin, j'arrivais pas à instaurer une relation entre nous en fait. Par contre, quand je lui ai parlé de mon livre, que j'avais ce projet d'écrire un livre, elle m'a vachement encouragé et ça a été ma façon à moi en fait. Après, ça peut être plein de façons. Ça peut être effectivement faire une psychothérapie. Je crois beaucoup en l'art-thérapie notamment. Ça peut être écrire, ça peut être faire de la musique. C'est important d'avoir une passion, quelque chose qui nous raccroche à la vie. Le matin, on se dit, tiens, je vais faire ça. Et je le vois bien, j'ai travaillé avant dans des structures, dans d'autres structures, et des fois, à partir du moment où une personne elle a plus cette petite lueur, cette petite motivation, elle décline. Et même aussi chez les personnes âgées, ça peut aller vite, et à partir du moment où on n'a plus d'allant, on n'a plus
cette volonté de faire des choses qui nous intéressent, on décline, quoi. Et t'en parles comme un truc digéré, ton livre, tu l'as écrit quand? Il y a très longtemps? Il est sorti en 2010, donc oui, ça, Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. Ça semble loin maintenant, ouais. Vous l'avez appelé obscurité, clarté et schizophrénie. Obscure, clarté et schizophrénie. Je rappelle votre titre parce que je veux savoir ce qu'est la clarté, d'où donc la vérité chez un schizophrène. Alors en fait, pour la petite histoire, Obscure Clarté, c'est le titre. Parce qu'à la base, j'ai commencé, en fait, je faisais des textes et des poèmes. Et Obscure Clarté, c'est un texte que j'ai écrit quand j'avais 17 ans, où j'étais vraiment pas bien. Et je me suis toujours dit qu'un jour, si j'écrivais un livre, il s'appellerait comme ça. D'accord. Ouais. C'est la clarté du schizophrène. C'est les deux. Est-ce que vous connaissez je crois que c'est Max Ernst ou Huard qui a dit un vers, c'est très simple, qui est cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Ouais. Est-ce que, vous connaissiez, non? Vous avez fini pour moi. Ça vous a guidé cette idée de finalement qu'on pouvait être à la fois lumineux, puisqu'on est dans la clarté, et dans le retrait, dans l'ombre, dans le noir? Bien sûr, parce que Obscure Clarté, à la base, c'est une oxymore, c'est deux termes qui sont contradictoires. Et moi, ce que je voulais montrer, c'était mon côté obscur, c'était vraiment à travers le livre, mais aussi que de ce côté obscur, je pouvais en faire quelque chose de clair petit à petit. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment un message d'espoir. Et c'est pour ça que la couverture, elle est lumineuse, et que le clarté, on l'a mis en blanc. C'est pour vraiment appuyer sur la notion d'espoir, plus que sur la notion d'obscurité, en fait. Donc vous voulez rentrer dans la lumière, finalement. J'essaye. Mais en sachant qu'il y a l'ombre de toute Oui, façon. sachant qu'il y a l'ombre. On peut revenir dans la grotte, on peut revenir Exactement. dans la grotte. Il y a On toujours, peut revenir dans la il y grotte. a toujours l'ombre, et heureusement qu'il y a de l'ombre et de la lumière. Heureusement. Tout le monde a On peut raté peut-être son faire rôle. une petite pause lecture, puisqu'on parle d'obscure clarté. Petite pause, parce que c'est très bien écrit en plus. C'est très agréable à lire, je Je pourrais trouve. dire obscur, À le lire. aveuglant, et Écoutez. clarté, éblouissant. C'est joli. C'est le chapitre 14 que je lis un peu au hasard. Ok. Il y a des messages d'espoir, et c'est donc vraiment, il faut le lire, vraiment. Le sablier du temps se fiche brusquement pour quelques instants. Les secondes se dispersent dans la courbure de l'espace-temps. Les pages de mon livre sont brusquement comme paralysées. Je n'arrive plus à exprimer ma pensée. Et ce stylo qui ne veut plus avancer. Mon passé refait surface. Et cette image de mon père qui erre dans ma chair. Dans mon fort intérieur, j'ai si peur. Dans mon entité spirituelle, un manque me gêne, celui de mon paternel. La cloche du temps sonne et ricoche dans mon esprit, subtile anémie. Il est l'heure d'affronter mes doutes, de surmonter cette route, et ce stylo qui bloque sur un mot, papa. Voilà, j'en suis là, quelque part entre papa et moi. C'est l'histoire d'une absence de long silence. L'obscure clarté, c'est un miroir transperçant ma mémoire, c'est voir par-dessus les apparences. Et alors dans les lignes qui suivent, vous insistez sur l'accueil de vos parents et de votre papa, en particulier quand vous êtes revenu à la maison après l'hôpital, je pense. Je crois que les rencontres, celles de vos parents, de Nasser au début de votre vie, celle du jeune homme blond à l'hôpital, la jeune femme aux cheveux longs, ont beaucoup compté. Les rencontres. Bien sûr. Les rencontres. Hein. Il n'y aurait pas eu tout ça. Sport, vous disiez, qu'est-ce qui a compté? C'est vrai que, à certains moments de notre vie, quand on n'est pas bien, il y a des gens, des fois, qui nous tendent la main. Et il faut savoir accepter cette main tendue. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, effectivement. Il y a eu Nasser, c'est celui qui m'a appris à écrire. Il y a eu Angélique, avec qui j'ai eu une histoire d'amour. Et il y a eu mon papa, qui, quand je suis rentré de l'hôpital, s'est beaucoup remis en question. Et en nos rapports, il y a une phrase que je dis à un moment, c'est finalement, quand mon père était un peu plus jeune et que moi j'étais encore Adolescent. avant l'adolescence, en fait, avant l'adolescence, on était très très proches. Et après, sa main a quitté la mienne.
Et quand la maladie est venue, finalement, la maladie nous aura beaucoup rapprochés. Et ce chapitre, rien que le fait que tu lises quelques lignes, ça me donne des frissons parce que c'est un chapitre qui est chargé pour moi émotionnellement. Et je pense que c'est peut-être pas un hasard si tu le lis, mais souvent, les retours que j'ai, et mon père n'a pas osé le lire ce chapitre, par pudeur. Parce que, et je lui ai posé la question, est-ce qu'il l'avait lu? Et bon, peut-être qu'il l'a lu depuis le temps, je ne sais pas. Mais je sais qu'à l'époque où le livre est sorti, il n'osait pas le lire. Par pudeur, il m'a dit je le lirai un jour. Voilà. Et c'est vrai je pense qu'on s'est rapprochés. Maintenant, on a des rapports qui sont vraiment super. Et je pense que c'est très important dans la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, de savoir qu'il y a des gens qui peuvent nous tendre la main et de l'accepter. Parce que moi, au début, j'avje du mal je voulais pas être aidé parce que j'avais honte. Et quand on a honte, en fait, on se cache. Et à partir du moment où j'ai commencé à ne plus avoir honte, j'ai commencé à accepter ces mains tendues. Et c'est là où ça a commencé à être mieux, parce que du coup, j'ai pu communiquer, parler, et la communication, déjà, c'est très important. Et ça fait avancer beaucoup. Puis les sciences avancent beaucoup dans les recherches, sur les médicaments, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il y aura on réussira à diminuer le plus possible ce genre de symptômes au fil du temps. Et puis, comme vous dites, s'il n'y a plus d'espoir, en fait, on meurt. Hein. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui nous... on sombre dans la folie, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que c'est très poétique, en fait, le passage qui a lieu. C'est très poétique. Hein. Il y a des rimes, tout ça. En fait, il y a une trame dans le livre. Il y a une petite histoire. À chaque début de chapitre, il y a une petite histoire faite de rimes. Ah oui. Et après, c'est un récit normal. Parce que je me suis dit, comme j'ai commencé dans l'écriture à écrire des poèmes, en fait. Et j'avais pas envie de faire, j'avais dit parler d'autobiographie, mais je voulais pas faire une autobiographie, je suis né... Enfin, je voulais faire quelque chose comme je le ressentais, quoi. Et du coup, mais je savais que je pouvais pas faire un long poème de 340 ou 360 pages, que ça n'aurait pas intéressé les gens. Non, du coup, je l'ai intégré par un petit récit qui relie chaque chapitre. Et il y a une petite histoire, en fait, qui relie tous les chapitres les uns entre les autres. Et cette histoire, elle est poétique. Voilà. Mais tu parles beaucoup de ton père, mais de ta mère. Si, je parle aussi. J'en parle. Je voulais parler aussi du piège qui consiste, on est entouré de gens qui viennent vous aider, qu'on arrive à rencontrer, mais il y a aussi le piège des gens qui vous veulent du bien et qui vous font plus de mal que de bien. Arriver à les extraire de son paysage, c'est très difficile. C'est très important ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir les gens qui vous tirent vers le haut et les gens qui vous tirent vers le bas. Une fois qu'on a compris ça, on peut dans son entourage progresser parce que quand on est entouré de gens qui nous tirent vers le bas, même si nous on essaie de les tirer vers le haut, il y a un moment où on s'épuise et on s'effondre. Et ça, j'ai compris ça il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est très très important parce que cette maladie-là, c'est aussi une fragilité émotionnelle. Et donc pour juguler et gérer cette fragilité émotionnelle, il faut être aussi bien entouré. Mais il y a un moment aussi où, en tout cas sur le style, moi j'ai beaucoup aimé. Sur effectivement ce rythme, il y a une musicalité, ça a un côté slam. Et il y a quelque chose aussi, parce que tout vient pas de l'extérieur, ce que vous dites aussi, c'est que vous vous battez. C'est une lutte un peu intense de tous les jours. Et ça m'a touchée parce qu'il n'y a pas que, effectivement, l'entourage est effectivement très très important, mais tout ne vient pas non plus que de l'extérieur, des médicaments. Il y a aussi des choses à puiser en soi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est vous avez commencé par l'histoire de votre mère. Enfin, vous faites un travail vraiment de narration, de d'où vous venez, de comment vous vous êtes tissé. Et les grandes figures, parce qu'il y a des figures en vous, des personnes que vous n'avez jamais connues que dans le discours de l'autre. Celle de votre grand-mère maternelle, et qui revient à un moment dans un rêve. Et je trouve que c'est très beau, en fait, parce que j'ai l'impression qu'elle donne une impulsion, en donnant un sens à votre souffrance. En vous parlant d'épreuves, que c'est des épreuves qui sont sur votre chemin, que Dieu a mis sur votre chemin en l'occurrence, et qu'il vous faut, il vous faut dépasser, ça donne vraiment. Et j'ai l'impression que c'est un peu un tournant
à ce moment-là, et après vous allez rencontrer les sœurs pour devenir auxiliaires de vie, pour les personnes âgées, que là, bon, il y a quelque chose aussi autour peut-être de... Ma grand-mère, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été... bon, ma grand-mère, elle est née dans un bidonville. Et pour moi, ça a toujours été, même si je ne l'ai jamais connue, la figure du courage. Et quand j'étais pas bien, je me disais, mais attends, elle a vécu des choses qui sont 10 fois pires que toi sur certains plans, et t'as pas le droit de te plaindre. Lève-toi, marche et essaye d'avancer, quoi. Et c'est vrai que ce rêve que j'ai fait, où elle revient en fait me donner un peu une leçon de vie quelque part, et une leçon de courage, ça m'a beaucoup aidé. Et les petites sœurs des pauvres aussi, même si je ne suis pas spécialement croyant, quand j'ai travaillé là-bas, j'ai eu vraiment une vraie leçon d'humilité et de courage, parce que je me suis occupé d'un ancien archevêque et je m'en souviendrai toujours. Bon, il y avait la messe tous les jours, parce que c'est une maison de retraite catholique, et il y avait Parkinson et Alzheimer. Il y avait des fois, il tenait à peine debout, il était vraiment pas bien, mais quand il y avait la messe, il se transcendait, c'était impressionnant à voir. Et il n'était plus le même homme, quoi. Et pendant la messe, pendant 1 heure, il arrivait à donner l'échange, et après il s'effondrait dans son lit pendant des heures, quoi. Et cette leçon de voir des gens qui souffraient et qui ne se plaignaient jamais, ça m'a beaucoup porté. C'est pour ça que j'ai voulu absolument leur rendre hommage et en parler dans mon livre, parce que c'est un endroit vraiment qui a laissé une trace en moi, quoi, qui laissera une trace indélébile, quoi. Il y a un truc que je me pose comme question, c'est comment on peut ne pas tomber dans le piège de se soigner sur le dos des autres quand on a été avant soi-même soigné. Après que tu précises ta question, je n'ai pas compris. Disons qu'on a tendance, quand on est malade, à se soigner sur le dos des autres. Qu'est-ce que tu entends par se soigner sur le dos des autres? Échanger en quelque sorte sa maladie, on essaye d'aider les autres et en fait on les plonge. Ah oui, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure un petit peu, non? Oui. Tu peux très bien penser faire le bien et faire le mal. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu peux avoir les meilleures intentions, mais en pensant que ce que tu fais est juste et bon, mais peut-être que c'est pas bon pour la personne. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir les personnes qui te tirent vers le haut, qui vont te stimuler, avec qui tu te sens bien, avec qui tu es en harmonie, et les personnes qui te tirent vers le bas, avec qui qui vont te créer de l'anxiété ou du stress, en fait. Mais je veux dire, soi-même, on peut tomber dans le piège d'être cette personne qui plonge les autres. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est une question d'alchimie, les rapports humains. C'est une question d'alchimie. Donc, moi, je peux très bien m'entendre avec une personne, et puis avec une autre personne, le courant passe. Pas du tout. Dans ces cas-là, il ne faut pas insister. Il y a des exemples qui peuvent servir à certains et pas à d'autres. C'est pas le bon modèle, c'est Voilà. pas le bon traitement, c'est pas la bonne personne qui va les aider à comprendre ce qui leur arrive. Voilà. Donc il faut savoir aussi trouver justement, vous parlez de rencontres, il y a des rencontres bien sûr importantes dans cet espace-là. J'ai remarqué aussi que dans la psychiatrie, il y avait beaucoup de gens qui avaient été malades, qui sont devenus psychologues, psychiatres, des choses comme ça. La maladie, la pathologie, elle est au cœur de tout être humain. Personne n'en fait l'économie, tout le monde. Voilà, il n'y a pas de nature humaine saine avec un grand S. Oui, mais peut-être qu'ils connaissent mieux la maladie de processus. Oui. Il y en a un qui avait théorisé ça, c'était notre copain Henri, qui quand il embauchait quelqu'un à la Borde, il y avait un psychanalyste qui lui disait, ouais, j'ai écrit un bouquin de 400 pages sur Lacan, vous regardez comme ça. Il ne vous a pas fait quelque chose d'un peu intéressant dans votre vie, une petite dépression, une petite bouffée délirante Ah ouais, à un moment, là, quand j'étais adolescent, là, je passais un petit peu sur un fil, là. Ça a été compliqué pendant 2-3 ans, là. Ouais, ça c'est pas mal, vous pouvez venir travailler avec lui. Est-ce qu'il appelait ça le brevet de dépression? Ça pouvait être une bouffée délirante aussi. Hein. Mais passage où on n'est pas vraiment sûr de soi-même, quoi. Hein. On rentre un peu dans le feuilletage, un peu de sa propre étrangeté, quoi.
Et donc, les gens qui sont... parce que vous parliez tout à l'heure de ceux qui... de cette liste de noms où il y avait des gens